Avec Hippocast, je vous propose de vous plonger dans la vie d'un ou d'une étudiante en médecine, pharmacie, dentaire ou sage-femme, et plus particulièrement de sa première année. Cette année est un véritable défi. Du jour au lendemain, il va falloir apprendre à travailler, à s'organiser, à avoir confiance en soi et réussir. Seulement un étudiant sur 5 passera en deuxième année. Il faut être le meilleur, ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? Pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Ibrahim sur Hippocast. Bonjour Ibrahim. Bonjour, merci de l'accueil. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Pour situer un petit peu aux auditeurs qui tu es, donc tu es en deuxième année à Sorbonne Université en médecine. C'est ça. Tu as t'as tenté ta passe à la rentrée de 2019. Tu n'étais pas assez bien classé pour être directement admis en deuxième année, mais c'est pas grave. Tu t'es pas découragé et t'as fait donc le parcours Accès Santé en licence, et à l'issue de cette année de licence, tu as candidaté pour rejoindre la P2. Tu as brillamment reçu parce que t'es arrivé deuxième de tous les candidats, donc bravo. Merci. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui t'es en P2. Et on va parler de plein de choses, notamment toi t'étais full tutorat, tu nous en diras un peu plus, tout ce que ça t'a apporté. Parce que t'as eu quand même un classement, on va dire, ras des pâquerettes pour être pris. On va essayer de comprendre un peu pourquoi, à ton avis, il te manquait une petite centaine de places. On va essayer d'analyser ça ensemble. Et on va aussi parler de l'importance de l'écoute des cours pour toi. D'accord ? Et on va parler aussi, à mon avis, de plein de choses au fil de la discussion. Et on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce que tu as fait ton collège et lycée Voilà, première question. Ok. Je viens de Bagneux, j'ai grandi à Bagneux. Je suis né sur Paris, mais j'ai grandi à Bagneux. J'ai fait ma primaire, mon collège à Bagneux, à Henri Vallon et Romain Roland, pour ceux qui connaissent. Et dédicace. Dédicace au 220. Et mon lycée, du coup, je l'ai fait dans la ville d'à côté, à Montrouge, au lycée Maurice Genevoix. Donc ça, c'est dans le 92, donc dans le sud de Paris. C'est ça, exactement. D'accord. Et t'as des frères et sœurs ? J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère, du coup. Et qu'est-ce qu'ils font tous qu'est-ce qu'ils veulent faire ou qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Mon frère, il est directeur artistique aujourd'hui et il travaille à Génération, la radio du coup. Ma sœur, elle étudie pour devenir professeure en langue arabe. Mon autre grande sœur, elle a fait une licence. Il me semble que c'était en langue, je sais plus exactement, du coup je peux en dire plus. Et là, en gros, elle est pas dans le monde du travail, mais elle prépare plus son entreprise. Mais d'accord. Bon. Elle va être entrepreneur ? C'est ça. Ok. Et mon frère, il a fait un bac pro. Et ma sœur, elle a pas fait ces études-là. Elle a directement commencé les études de langue en Arabie Saoudite, du coup. D'accord, ok. Ah oui, en immersion. C'est ça. C'est la meilleure méthode pour apprendre une langue, je pense. Donc toi, aujourd'hui, t'es en médecine. Est-ce que c'est un métier que tu voulais faire depuis que t'étais tout petit ? Je serais un menteur si je dis ça que je veux faire ça depuis mes 2 ans, que j'ai vu un médecin qui m'a trop inspiré et tout. Non, moi en vrai, comment j'ai su que j'allais faire médecine, ça s'est passé en terminale. Je suivais un stage de physique-chimie et il se trouve que la personne qui donnait les cours faisait médecine. Elle était en 4e année à la faculté de Paris-Nord, Bobigny. Et à un moment, on parle du supérieur et tout. Je lui dis que je sais absolument pas ce que je veux faire. Elle me parle de différentes filières. Elle me parle de médecine en dernier, en me disant pourquoi pas. Moi, je te verrais bien. Tu sais, en médecine, on fait plein de choses. On est un peu plus en immersion, etc. Et en fait, ça correspondait avec ce que je voulais faire en termes d'études, ce que je voyais en termes d'études. Parce que le problème avec la fac, c'est que pour moi, c'était un peu trop théorique, les licences, etc. Et l'autre souci avec tout ce qui était technologique ou même les trucs plus directs, c'est que c'était un peu moins théorique. Moi, je voulais un peu rester sur les bancs de l'école, mais en rentrant petit à petit dans le dur du métier. C'est ça. Et du coup, j'y ai pensé, j'ai pesé le pour et le contre, et c'est vraiment au moment de choisir avec Parcoursup que ça s'est fait, parce que j'avais plusieurs hésitations, principalement entre STAPS et médecine, et PASS du coup, on dit comme ça aujourd'hui. Ouais, la PASS, ouais. C'est ça. Ouais. À mon époque, c'était encore PASSES, mais voilà, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans médecine. T'avais des amis, des copains ou des copains de copains qui avaient tenté cette première année ?
de ceux que je connaissais avant avant de me lancer, moi, avant de décider de me lancer, il y avait une fille qui avait 1 an ou deux, qui avait 2 ans de plus que nous, qui s'était lancée du coup à l'université de Paris, qui avait redoublé mais qui l'avait eu ensuite. Mais sinon à part ça, il y avait 2-3 personnes dans ma classe qui voulaient se lancer. C'était les deux, mais c'était tous des gens qui étaient à un autre niveau que moi scolairement, ils étaient au-dessus. Donc, t'avais quoi comme moyenne à peu près? Euh, Au lycée, Ouais, au lycée. Ouais. en seconde, j'étais entre 14-15 Mhm. et première terminale, j'étais vraiment à 12 de moyenne, je plafonnais à ce 12. Et tu bossais pour avoir 12 ou t'étais en mode un peu je profite de la vie, entre guillemets? Je bossais, mais je pense qu'un de mes principaux défauts, c'est que j'étais un peu guidé par l'envie. Si, par exemple, j'aimais bien une telle matière, par exemple la SVT ou par exemple, je sais pas, le français, bah en gros, j'allais me donner à fond. L'anglais, je pouvais me donner à fond. Par contre, des matières où je voyais que même en persévérant, ça ne passait pas, que ça passait pour tout le monde et en gros, je perdais un peu d'intérêt. Il arrivait de me donner tout de suite moins pour une autre matière. Faut que tu sois motivé pour bien apprendre. C'est ça, exactement. D'accord, donc tu as 12 de moyenne, c'est on va dire une révélation un peu tardive, et tu t'es dit pourquoi pas? Je me suis dit, bon, Ibrahim, t'as quoi, 18 ans. Là, tu vas te lancer pour la passe, ça va durer 1 an. Tu réussis, tant mieux, tu vas devenir médecin, bravo, félicitations. Si ça passe pas, au pire, t'auras 19 ans et t'auras tout le temps pour faire autre chose. Ouais, parce que entre guillemets, c'est un choix qui est assez violent de vouloir faire, de rentrer dans ces études-là, parce que t'as quand même une année un peu horrible. Je sais, mais en gros, mais Est-ce que tu y allais avec une certaine naïveté, ou tu savais pas trop à quoi t'attendre, et tu dis on y va? vraiment, je me suis dit, là, c'est parti, on y va. Il y a pas de, comme disait jeune aujourd'hui, il y a pas de ralentir. Et en fait, c'est surtout, je pense, lié en fait à la personne que je suis à la base. C'est parce que j'ai fait beaucoup de foot en compétition. Et en fait, on nous disait même quand on avait un adversaire plus fort que nous, techniquement, individuellement, etc. Le but c'était d'y aller, c'était pas de faire les louanges de l'adversaire, de dire que ça va être dur, etc. C'était d'y aller et d'aller confronter cet adversaire. Pour moi, il fallait que si la première année c'était vraiment quelque chose d'horriblement dur, de compliqué, tout ce qu'on peut entendre, il fallait que je le vive de moi-même. C'est pas les témoignages des autres sur la difficulté qui allait me faire peur. T'aimes bien les défis. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis un homme de défi. Et t'as eu d'autres défis, donc c'est surtout dans le sport que tu as pu un peu nourrir ça et sentir que tu vivais avec, enfin, c'était une source de motivation pour toi? Je pense principalement dans le sport, ouais. J'ai pas eu, Dieu merci, j'ai pas eu d'événements qui m'ont confronté dans d'autres domaines, mais principalement dans le sport. D'accord. Donc t'es en terminale, on va revenir à ce moment-là. Tu fais tes choix sur Parcoursup. Donc qu'est-ce que tu remplis comme université et comme choix? Parce que non, à l'époque, il n'y avait pas directement l'AS. Enfin, C'est ça, en il y avait gros, que PACES. c'est ça, on mettait un choix qui s'appelait PACES Île-de-France pour ceux d'Île-de-France. Et en gros, quand on avait coché le choix, ben en fait, ça a envoyé la demande à toutes les facultés d'Île-de-France et c'est eux qui te mettaient sur liste d'attente plus ou moins loin et en gros, en fonction des choix que t'avais dans les différentes facs, bah tu choisissais, t'étais dans la fac. Et t'as eu quoi comme fac? Alors, comme fac, j'ai eu Paris Nord, Bobigny du coup, assez vite. Après, j'ai eu Paris Sud et Sorbonne. Je sais que pour l'Université de Paris, la partie des cartes du coup, j'étais très loin dans la liste d'attente. Et Diderot, c'est l'autre partie, du campus Bichat. J'étais un peu moins loin et je sais que j'ai une amie qui est partie là-bas. Elle m'a dit viens. Je lui ai dit je suis trop loin dans la liste d'attente. J'ai pas envie de perdre mon choix à la Sorbonne. Donc c'est assez obscur, parce qu'il y a des universités qui t'acceptent, d'autres bien d'ailleurs assez vite, et d'autres pas du tout. D'autres qui te mettent en liste d'attente 5 millième. Ah oui, donc un peu dur quoi pour l'avoir. C'est ça. Puis tu sais pas si tu l'as eu finalement, parce que une fois que t'as eu Sorbonne, tu te dis j'y vais. C'est ça. Bon, Paris Nord on comprend parce que c'est loin de chez toi. Paris Sud, pourquoi t'as pas dit? Parce que c'était peut-être plus simple pour toi. C'est ça. En fait, Paris Sud,
La principale raison, c'est que déjà, je me suis dit que je voulais être sur Paris. C'est Ouais. un peu le sortir de la ville, de Bagneux, etc. Mais l'autre raison aussi, c'est j'ai eu des échos parce que je suis allé aux portes ouvertes. Après, du coup, j'ai eu des échos sur le tutorat de Sorbonne, de Paris 6. Et on m'a dit que c'était vraiment l'un des meilleurs d'Île-de-France, si ce n'est le meilleur. Et j'avais pas entendu les mêmes choses de Paris Sud. Et en gros, je me suis dit pourquoi pas aller à Sorbonne, vu qu'il y a cet avantage en plus. Et il y avait un autre avantage, c'était le fait que les cours soient rediffusés en vidéo. C'était quand cette journée porte ouverte? Est-ce que tu t'en souviens? Je saurais plus la situer, mais À peu près, on va dire. à C'était peu près juin. un peu avant. C'était un peu avant le choix de Parcoursup. Du coup, c'était dans les environs de Mars-avril. mars-avril à peu près. Donc à ce moment-là, évidemment, tu voulais faire médecine, t'étais bien motivé. Ça se passe où les portes ouvertes? C'était directement dans les facultés. On est allé à celle du coup au campus de la Pitié-Salpêtrière. On est allé du coup aussi sur Châtenay. Et on est allé quand je dis on, c'est avec deux camarades de classe qui m'ont un peu tiré par le bras parce que moi je me suis dit que j'allais regarder sur internet et que ça allait faire le taf. Du coup on est allé à Châtenay, la Pitié-Salpêtrière et on est allé au campus de Villemain. Oui, je crois que c'est ça pour du coup d'Hydro. Et après, on a fait la journée un peu en faisant le tour des facs. Et comment ça se passe ces journées? Il y a des petits stands tutorat, il y avait le doyen qui disait un mot ou C'est ça, on avait un mot du doyen, il y avait plein de stands qui se présentaient, avec qui on pouvait échanger, demander, poser nos questions, etc. Et il y avait aussi des gens avec des petits cahiers bleus, des petits cahiers de différentes couleurs qui nous proposaient des services qui étaient extraordinaires, qui paraissaient incroyables, des résumés de cours en papier, des séances de révision, etc. Moi, je pensais que c'était gratuit. Du coup, j'ai dit oui, je suis partant. Et après, ils ont commencé à m'annoncer des prix étonnants, plusieurs milliers d'euros. Je parle bien sûr des prépas privés. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est tout un business aussi, ces études. Tu te souviens du prix à peu près? Pas exactement, mais c'était au moins plusieurs milliers d'euros parce qu'ils découpaient l'aide pour un stage de pré-entrée, l'aide pour le premier semestre et l'aide pour le deuxième semestre, il me semble. Ouais. Ça fait moins cher quand on dit que c'est 1000 plus 2000 plus 2000. Exactement. D'accord. Et donc, t'avais pas les moyens de te payer cette prépa? Vraiment pas. Donc du coup, et à ce moment-là, t'as découvert en même temps le tutorat qui proposait les mêmes services finalement? C'est ça, des services similaires. Et en vrai, je me suis dit que des gens qui travaillent de manière bénévole, ils sont obligés de le faire avec le cœur. Ça veut dire que je me suis dit que je tomberais forcément sur des gens qui ont l'envie d'aider vraiment plus que des gens qui vont être rémunérés pour leur aide et qu'en fait il fallait juste compter sur entre guillemets leur niveau scientifique. Mais je pense que l'envie d'aider, elle était là. Je me suis dit que je serais sûr que leur envie d'aider serait là, en tout cas. Et je pense que pour moi c'était limite plus important que leur connaissance. Tu as fait donc le stage de pré-rentrée avec le tutorat? J'ai fait le stage de pré-rentrée avec le tutorat, ça c'était du coup fin août, début septembre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça doit commencer à la mi-août. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage de tutorat? Pendant le stage de pré-rentrée, franchement, parce qu'en fait avant ce stage de pré-rentrée, j'ai eu une sorte de mini préparation. J'ai eu en gros j'ai un ami qui connaissait quelqu'un qui avait fait sa première année à Paris Nord et qui avait accepté de s'entretenir avec nous pour faire son témoignage, pour nous expliquer deux trois choses sur la PACES, enfin sur la PACES du coup. Il nous a donné 2-3 conseils pour qu'on puisse l'aborder de la meilleure des manières. Et franchement, ça m'avait marqué. C'était à quel moment ça? C'était pendant les grandes vacances? C'est ça, c'était après le bac. C'est courant juillet. Il nous a rassemblés et la première question qu'il nous a posée, ça je m'en souviendrai toujours, c'est est-ce que vous vous sentez prêt pour la première année? Logiquement, on lui a tous répondu oui. Il nous a regardé, il a fait non de la tête. Et en soi, il avait raison parce que je sais pas ce que t'en penses, mais personne n'est réellement prêt pour les concours. Personne n'arrive réellement à 100% prêt, totalement serein. Il y a toujours des zones d'ombre, on connaît pas tout, on est aussi stressé. Il y a plein de paramètres qu'on contrôle pas en soi finalement.
C'est comme si tu changeais de niveau au foot, par exemple. Tu joues avec ton petit club, puis d'un coup, tu rentres en Au équipe PSG. de France, au PSG. Ah, Ibrahim, il a un nouveau défi, il va rentrer au PSG maintenant. Le premier footballeur médecin. Ce témoignage, justement, sur cette première année qui t'a été donné en juillet, tu assistais avec, c'est ça, tes 2 amis avec qui t'as fait les journées portes ouvertes? C'est ça, il y avait ces 2 personnes-là. Du coup, la personne qui m'a donné le contact de l'ami et quelqu'un qui était qui est rentré en terminale à l'époque Ah, donc... et qui voulait faire médecine. Et parmi tous ceux qui ont assisté à cette petite... à cet échange, sont en 2e année aujourd'hui, pour certains? Il y en a une qui est en 2e année de kinésithérapie, pas à la PHP, mais à l'EFOM. Sinon, il y en a une qui est en médecine, du coup, à l'université de Paris. D'accord. Et actuellement, celui qui était en terminale, là, il est en 2e année de médecine à Paris Sud, du coup, au campus Kremlin-Bicêtre. Ouais, bravo. Et tous de Bagneux? Tous de Bagneux, ouais. Et tu te souviens un peu de leur profil d'élèves? Quel genre d'élèves ils étaient? Celui qui est à Kremlin-Bicêtre, franchement, un crack. J'en doutais pas, mais en gros, ça aurait été une surprise qu'il soit pas pris en 2e année directement. Celle en kiné, franchement, c'était la plus passionnée d'entre nous par la santé, la médecine, etc. C'était vraiment elle, dès qu'on parlait de médecine, dès qu'on parlait un peu de sciences liées à l'humain, on la regardait en cours, parce qu'on était dans la même classe en terminale. C'était vraiment elle, Madame Médecine. Et sinon, l'autre, c'était un peu un profil comme moi, quoique un peu plus, avec un peu plus de facilité, mais qui profitait un peu plus de son lycée. D'accord. T'étais plus bosseur que lui au lycée? Ouais, je devais travailler. Pour avoir les mêmes notes, tu devais travailler plus. Je devais travailler un peu plus, ouais. T'as des liens encore avec eux? Franchement, je les ai sur Snap, on parle de temps en temps. Des fois, je passe les voir. Des fois, avec mon ami du Kremlin, on organise un 5 dans 2 semaines. Si vous voulez venir, ça tient. Et ouais, sinon, j'ai gardé les liens avec la plupart des gens que j'avais au lycée. Ah, super, donc c'est la battle des facs. Il n'y en a pas 2 dans la même fac, quoi. Là, non. Tes amis de... C'est ça. Ok. Revenons un peu à tes vacances d'été. Genre, tu sais que tu vas rentrer en passe à la rentrée, enfin en septembre. Tu profites à ce moment-là, tu fais des petits boulots pour avoir un peu te mettre des sous de côté, tu kiffes, tu fais quoi? Tu prends l'avance. Avant de commences à travailler, ouais. Excuse, je t'ai coupé. Avant de rentrer en passe, du coup, avant le stage de pré-rentrée, je me souviens que ma sœur, elle m'a dit, viens, on va en vacances. C'était celle, du coup, la plus grande. À l'époque, elle avait 3 filles. Ouais, 3 filles, c'est ça. Du coup, elle a eu un garçon entre-temps. Félicitations à elle. Elle me propose une semaine au Portugal. Puis avant la pré-rentrée, elle me propose une semaine au Portugal. Je lui dis, je suis carrément chaud, j'y vais. Franchement, détente. Je me suis pas dit que j'allais prendre des cours d'avance ou tout ça. Moi, franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire avant de commencer cette année, c'était de peut-être penser à la méthode à laquelle j'allais l'aborder en termes de manière de travailler, etc. Et surtout de me détendre parce que surtout le premier semestre qui dure à peu près une centaine de jours, c'est très intense. Du coup, si tu commences déjà à t'épuiser avant, pour moi, tu vas finir cramé avant la fin du semestre, quoi. Et cette méthode de travail, justement, à laquelle tu as réfléchi pendant quelques temps, c'était clair? Est-ce que tu savais comment tu allais travailler exactement le premier jour à la fac? Dans théorie, oui. En théorie, oui. Dans les faits, ça a pris un peu plus de temps à se mettre en place. Mais en soi, ce que je faisais, c'est la fameuse méthode des J. Elle est connue. Je sais pas si j'ai besoin de la réexpliquer. Non, je pense que tout le monde la connaît. Ou alors, si vous la connaissez pas, vous pouvez regarder sur Internet. Mais en gros, je me servais de cette méthode comme base. C'est-à-dire que si par exemple, il fallait en théorie que je révise 6 cours, en gros, j'en mettais 4 à réviser comme base, en me disant, dans tous les cas, ça reste un rythme honnête. Et après avoir révisé ces 4 cours, je faisais en fonction de si j'avais encore la force, l'énergie de réviser les cours en plus. Si j'avais pas, je prenais une pause jusqu'à que je l'aie. Sinon, je me lançais et je faisais le reste, entre guillemets, en bonus. Des fois, tu pouvais sauter un cours. C'est ça. En gros, je mettais la priorité sur le fait de faire bien les choses.
J'avais à cœur de pas faire tous les cours, de finir le programme 37 jours avant, de aller le plus vite possible. Je me disais qu'en fait, tout ce que je vois, ce sont des choses qui vont peut-être me resservir plus tard. Que si c'est pas pour le concours, ils vont peut-être me servir dans la vie future. Je savais pas si j'allais faire médecine à ce moment-là. Quand on est en première année, on sait pas si on va finir en médecine ou pas. C'est le but de la première année. Du coup, je me suis dit peut-être que c'est des notions qui peuvent me servir si je vais, par exemple, en biologie ou ailleurs. Du coup, je me suis dit que dès que je vois un cours, j'essaie de le faire bien. Bon, pas prendre 15 ans non plus, mais vraiment mettre l'accent sur l'efficacité. C'était un des conseils que le monsieur de l'été nous a donné. Et ben ça va nous amener directement justement peut-être à parler un peu de cette organisation et ta méthodologie de travail. On va rentrer dans le détail. On passe un peu ce stage de pré-rentrée. J'ai l'impression que ça t'a peut-être permis de te lancer pour c'est un échauffement, c'est ça, avant le match. C'est ça, de prendre un peu le rythme. Voilà, et après coup de sifflet, c'est parti. Donc déjà on va repartir un petit peu d'une journée type peut-être que tu avais, parce que tu habites à Bagneux, c'est combien de temps de ta faculté? C'est, je dirais, 45 minutes de trajet, du coup, 1h30 dans les transports par jour, quoi. Ok. Et t'allais à la fac tous les jours? J'allais à la fac quasiment tous les jours pour aller à la bibliothèque et ouais, franchement, c'était un indispensable pour moi. Tu révisais à la bibliothèque, pas chez toi, pourquoi? Chez moi, déjà, j'étais très facile à distraire chez moi. Et on me demande beaucoup de choses quand je suis juste dans ma chambre. Parce que les parents, ils comprennent pas forcément l'exigence que ça demande de travailler à la faculté et encore plus en première année pour accéder à la médecine. Genre tu te faisais engueuler si tu rendais pas service ou si tu répondais pas. Ouais, t'es jamais disponible. Désolé maman. Mais du coup, en gros, ouais, je préférais aller à la bibliothèque. Comme ça marquait clairement le fait que je sois à l'école. Comme ça, on se dit... Ouais. Ton mental. Exactement. Donc tu te levais à quelle heure le matin? Le matin, en moyenne, je dis en moyenne parce que ça pouvait changer. En moyenne, je me réveillais vers 8h. D'accord. Et le but, c'était d'arriver à la fac pour 10h. Qu'est-ce que tu faisais pendant tous ces transports en commun? Tu révisais des fiches ou pendant les transports en commun, là, c'est un avantage que à l'époque que les autres facultés n'avaient pas, c'est que pour les cours de première année, ces cours-là, ils étaient rediffusés ou même on pouvait les suivre en direct via Internet, via Moodle. Du coup, pendant mes trajets, je regardais un cours, je mettais mes écouteurs ou mon casque et voilà, je calculais personne. D'accord. T'avais toujours du réseau pour écouter? Toujours. Vive la 4G. Mais on a discuté un petit peu avant, hein, donc je sais exactement le transport qu'il y a pour aller de Bagneux à ta faculté. Donc il faut prendre d'abord un bus, puis après la ligne 4, puis après la ligne 6. Et là je me suis dit, mais en fait c'est l'enfer parce que t'es pas tranquillement assis du début à la fin. T'es toujours soit peut-être debout, peut-être en fin de trajet, soit un peu mal installé, tout ça. T'arrivais quand même à te concentrer, même debout, t'étais en mode dans ta petite bulle et tu t'écoutais? Franchement, mettez-vous en fin de wagon, mettez-vous dans un coin, ça sera tout de suite mieux pour vivre tout ça. Mais il m'est déjà arrivé parfois de rater mon arrêt parce que j'étais juste trop dans mon cours. Et devoir faire le changement. Dans ces moments-là, tu te sens bête un peu, mais... C'est arrivé combien de fois, ça? Oh, j'ai arrêté de compter. Oui, Ibrahim est un peu dans la lune, alors. Donc, ok, donc t'arrives à 10h à la BU. À la BU, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as un programme bien établi avec un semainier? T'es un peu au feeling? Ou justement t'as cette méthode DJ? C'est ça. Tu nous en dis plus de tout ça? C'est ça. Du coup, en gros, j'avais un peu imprimé le planning avec la méthode et il y avait marqué en gros les cours que je devais réviser. Du coup, en gros, je me mettais l'objectif de cours à réviser et en vrai, au début, je me lançais sans vraiment faire la distinction entre par quoi commencer, sur quoi je serais le plus à l'aise. Et après, au final,
Quand j'ai vu que j'étais plus à l'aise, que ça allait plus vite de faire une certaine matière, je la mettais plus à la fin. Je mettais le plus dur au début, comme ça, j'étais entre guillemets plus vite débarrassé. Et il me restait plus que les trucs simples à faire. Et en vrai, en général, quand on finit par un truc simple, on est satisfait de ce qu'on fait. On dort mieux. C'est ça. Le planning, tu le faisais à quel moment? Le planning, en fait, tous les samedis matins, on avait des concours blancs. Et en gros, les gens, ils utilisaient leurs après-midi pour un peu se relâcher, se reposer. Je le faisais aussi. Mais en gros, avant de prendre mon après-midi, entre guillemets, ou de faire une petite pause, une plus grosse pause que d'habitude, en gros, je me disais, bon, là, cette semaine, j'ai fait ça. Genre, je revenais un peu sur ma semaine en rétrospective, je me disais que certaines choses étaient bien, d'autres moins bien, qu'est-ce que je pouvais améliorer. Et en gros, je refaisais mon planning de la semaine suivante par rapport à ça. D'accord. J'ai plein de questions à te poser là-dessus, mais je les poserai un peu plus tard. On va continuer sur le fil de ta journée. Donc, il est 10 heures du matin. Tu sais ce que tu vas commencer à travailler. À ce moment-là, donc, tu fais tes fiches en fonction de ton planning. À quel moment tu t'arrêtes et quel genre de... Quand tu apprenais une fiche, tu faisais comment concrètement? Est-ce que tu écrivais sur un bout de papier? Tu te la récitais mentalement, chanson? Franchement, il y a eu plusieurs choses. Bon, pas la chanson, mais j'ai jamais poussé la chansonnette en première année. Dommage. J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Mais j'ai effectivement gribouillé sur un papier, l'agressé ma fiche avec un surligneur. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. Mais aussi, quand je tournais des pages, j'essayais de mettre mes fiches notion par notion. Me dire, bon, là, la fiche, le cours, il essaye de me parler de ça. Et quand il finit de parler d'une telle chose, je me dis, est-ce que j'ai compris ce qu'il a essayé de me dire? Ça veut dire, avant de tourner la page, je me disais, qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de lire ça, ça et ça. Et si j'arrivais pas à me faire au moins l'idée de ce que je venais de lire, je revenais en arrière et je relisais. D'accord. Donc pour toi, ce qui est important, c'est la compréhension. C'est ça, je la mettais en fait quasiment au moins, c'est au moins aussi important pour moi que l'apprentissage entre guillemets brut, de comprendre ce qu'on fait. C'est une manière de retenir parce que en réalité, avec la quantité de cours qu'on a en première année, si tu décides de tout apprendre sans utiliser ton cerveau pour comprendre, ça devient très vite impossible. Et tous ces cours que tu apprends en fiche, tu les as déjà écoutés pendant les transports ou à d'autres moments sur ton téléphone ou tout sur un ordi? L'écrasante majorité, pour pas dire 100%, parce que il y a quand même certains cours que je ne faisais pas en regardant le cours magistral. C'est ça, avant. Et pourquoi? Je sais pas, c'est un peu comme si j'étais attaché au fait qu'il y ait un professeur pour m'en parler ou parce qu'aussi il y a d'autres avantages d'écouter le cours magistral parce qu'en fait la fiche c'est juste les mots, le résumé. Il y a certaines choses qui sont entre guillemets prise pour acquis, mais le cours magistral, quand il explique une chose, il la détaille aussi parfois, il donne aussi quelques exemples qui marquent, et en gros, parfois quand je relisais ma fiche, il m'arrivait d'entendre la voix du prof me répéter ce détail et dire attention, ça, faut pas faire ça comme ça, faut le comprendre comme ça, et là, à partir de ce moment-là, ça allait plus vite pour retenir. Je comprends. Bon, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas important, mais c'est vrai d'avoir la voix et puis qu'ils prennent le temps aussi d'expliquer les concepts en donnant des exemples et des conseils. Vraiment. Non, c'est important. D'accord. Tes fiches que tu utilisais, tu les avais, c'est toi-même qui les faisais ou c'était toutes les fiches que du tuto? Ok. Une partie, c'était issu des Ronéo, enfin des fiches de révision du tutorat. Et une autre partie, en fait, j'avais un ami qui qui avait lui pris une prépa. Et en gros, il acceptait parfois de me prêter ses fiches. Du coup, je faisais dessus. Bon, pas au stabilo, mais en gros, je révisais dessus parfois. D'accord. Donc, tu avais un peu ces deux types de fiches. C'est ça. Et tu pouvais compléter aussi tes fiches du tuto avec les fiches de ton ami. C'est ça. Et en plus des fiches du tuto, en fait, le tutorat, en fait, pour les plus grosses matières dites à par cœur, le tutorat, ils avaient de notre fac, ils avaient mis en place un système de je sais pas comment expliquer ça, des cahiers, en gros, des livres avec des cours détaillés, un peu comme dans les fiches que les prépas peuvent faire. Ils appellent ça des tutes, et franchement, le format, il est super. Dommage que j'en ai pas amené un avec moi, j'aurais pu te montrer, mais... C'est genre un polycopier, c'est ça? C'est ça, vraiment un polycopier. Ils prennent le temps de bien expliquer, surtout pour les matières à compréhension, c'est ça? Ouais. C'est ça, ils prennent vraiment le temps d'expliquer les notions et tout, donc c'est vraiment un moyen, vraiment notre moyen
un autre support solide parce que je pense que tu sais, moi comme toi, que à quel point c'est compliqué de trouver le support sur lequel on est à l'aise quand on rentre dans cette année-là. Ouais, c'est sûr. D'accord. Euh, ok, donc on continue sur notre journée. Et on arrive, il est à peu près midi. À quelle heure tu manges? Je mangeais 13h? pas à midi. Tu manges pas? Ah. Je mangeais plus vers 13h30 ou 14h Ouais. parce que je prenais un gros petit déjeuner vers 13h30, 14h. Et de 10h à 14h, tu fais que bosser ou tu prends une petite pause? Euh, En théorie, je faisais que bosser, mais en fait, comment je prenais mes pauses, je me disais, dès que je me sens plus travailler, dès qu'en gros, là, j'ai la flemme, genre, je me sens plus d'avancer ou j'avance pas d'une manière efficace, je vais prendre l'air. Et dès que je sens que j'ai pris l'air, je me suis reposé. En général, ça a duré 5 à 10 minutes et j'y retournais. Je pense que j'en faisais, le matin, j'en faisais une pause comme ça, deux les jours où ça allait pas. Et l'après-midi, j'en faisais au moins deux l'après-midi. D'accord. Tu prenais combien de temps pour manger? Pour manger, entre le temps d'aller chercher la nourriture, se poser, pour aller un peu et tout, ça me prenait à peu près 1 heure. Ok, donc à 15h, tu t'y remettais. C'est ça. Jusqu'à quelle heure? Ça, c'est aussi un truc pour lequel je remercie la bibliothèque de la Pitié, c'est qu'elle fermait à 23h. Ça veut dire que je pouvais rester jusqu'à 22h sans qu'on me presse pour que ça ferme. Mais en général, je restais à 22h et certains moments 23h, mais en vrai, la dernière heure, c'était plus pour rassurer son ego que de réviser vraiment. Mais c'est 22h, 22h, si je dois retenir. Et après, tu mangeais ou... Après, en général, il y avait à manger chez moi. Du coup, j'attendais de rentrer chez moi. Je mangeais, je me posais. Si je voulais regarder un autre cours et que, en gros, je me disais, il y a une certaine notion que j'ai pas compris, je remets le site, je remets la partie du cours que j'ai pas compris, je la regarde à ce moment-là. Sinon, après, je regardais YouTube ou un épisode d'animé. D'accord. Et après, j'allais dormir. Et tu te couchais à quelle heure? Euh, T'éteignais tous les téléphones à quelle heure? J'éteignais tous les téléphones 30 minutes à peu près avant d'aller dormir. Ouais. C'est-à-dire, en gros, la plupart du temps, je rentrais à 23h. Je faisais mes trucs à peu près 30-40 minutes. Du coup, je dormais sous les coups de minuit 10. Pas avant minuit 30. Ça, c'était vraiment même la ligne rouge. Je me disais, ah, t'as déconné si tu dors après minuit 30. D'accord, donc t'avais, on va dire, à peu près 8 heures de sommeil. C'est ça. C'était important pour toi d'avoir ces 8 heures de sommeil? Franchement, ouais. Parce que je pars du principe que toute notre vie, on a eu un certain nombre d'heures de sommeil, 8, 7, 6, certains ils sont différents de nous, certains sont différents, mais en gros, je me voyais pas en fait tout bouleverser d'une année à l'autre parce que c'est la première année et qu'il faut travailler beaucoup plus. Je me disais qu'il fallait vraiment faire les choses qu'en fait ça soit notre méthode qui s'adapte à nous et pas nous qui nous adaptons à la méthode de travail. D'accord. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour te demander si tu as cette méthode DJ, tu l'as adaptée à toi au fil du temps. C'est ça, vraiment, parce qu'en fait, la méthode DJ brute, il y a certains trucs il y a certains moments où je me disais, bon, là, c'est le moment de réviser un tel cours. Je trouvais pas le fait de réviser le cours le fait que je devais réviser ce tel cours attends, je reprends. T'avais pas le temps de le faire sur le jour J, on va C'est dire, ça. justement. En fait, parfois, je me disais que réviser un tel cours ce jour-là, je trouvais pas ça pertinent dans la mesure où soit j'avais pas le temps de le réviser, ou soit, en fait, quand je faisais les QCM pour m'entraîner, ben, j'avais tout bon à ces QCM-là. Du coup, je me disais, je vais peut-être revoir vite fait 2-3 détails, mais le réviser de manière entière, le réouvrir, faire toutes les pages. Je me voyais pas refaire ça ce jour-là, peut-être quelques jours après, pourquoi pas, mais quand j'en voyais pas la nécessité, j'hésitais pas à décaler un certain jour ou certains cours. D'accord, ok. Donc tu avais quand même la rigueur de te poser la question, est-ce que je connais bien les cours que je dois, on va dire, théoriquement réviser? Si c'est oui,
bah, tu pouvais peut-être, on va dire, à la fin une fois que tu as vu 5-6 fois, tu vas dire, bah là, peut-être que je vais pas le refaire à fond. Je vais plutôt prendre le temps pour faire quelque chose que je maîtrise pas trop. Et si t'as pas le temps de faire, justement, ces cours-là qui sont un peu difficiles pour toi, ou voilà, où t'as pris du retard, ou, enfin, peu importe la raison, tu pouvais le décaler au lendemain ou au surlendemain. C'est ça. Mais par contre, quand je l'ai décalé, ben en fait, je pouvais pas décaler une chose plusieurs fois. Je me disais que une fois que je l'ai décalé, mais il devient prioritaire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on commence à décaler plusieurs fois, on finit par soit jamais les faire, soit se mettre dans une situation plus précaire que la situation de base pour les cours sur lesquels on est en retard, par exemple. Donc tu t'appliquais une grande rigueur avec toi-même, finalement. Tu pouvais pas te mentir et te dire, ah, c'est bon, je connais le cours, et en fait, tu sais pertinemment que tu le connais pas. T'acceptais pas ça. C'est ça, parce qu'en fait, je me suis dit que tout simplement, tous les moments où j'allais me voiler la face, me dire oh ça va, etc. Ben j'allais le payer le jour J. J'allais me dire que le jour du concours, ça serait autant d'hésitation, ça serait autant de moments de stress, de moments où je me dis ah j'aurais dû. Du coup, je me suis dit que c'est tout simplement mieux de se prendre à peu près la gifle de la difficulté que de se prendre la gifle de l'échec au concours. Ouais. Donc à la fois tu t'écoutes, genre c'est un moment t'en as marre de travailler, comme tu dis, je reprends tes mots, t'as la flemme, bah tu sors, tu prends l'air, comme ça au moins tu sais que tu as fait le vide et hop tu t'y remets après. Mais par contre tu sais que tu pousses pas trop le bouchon entre guillemets, genre si tu connais pas un cours et que tu l'as déplacé une ou deux fois, après tu dis non c'est fini, là je le fais, peu importe, en mode je dois le maîtriser de toute façon et sinon je vais tout rater quoi. C'est ça. Ok, ah bah c'est super intéressant. Je pense que dans l'essence de la méthode DJ, le principe c'est de revoir de manière très fréquente et rapprochée, on va dire, les cours au début, parce que faut que ça rentre, et après on espace petit à petit les révisions. Donc pour moi, cette méthode elle est totalement respectée. Même si tu le décales d'un jour ou deux, au lieu de faire le J15, tu fais le J17, franchement ça change pas grand chose. Je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'il faut bien être organisé et puis pas rater peut-être une séance de révision ou deux, quoi. C'est ça. Et même, en fait, peu importe la méthode de travail qu'on applique, faut savoir que, en fait, faut, comme je disais, adapter la méthode de travail à notre personne. Parce qu'en fait, elle est jamais réellement adaptée. Peu importe la méthode qu'on va prendre, faudra forcément prendre un peu, faire, je sais pas si c'est le bon mot, faire des concessions, entre guillemets, pour que ça soit vraiment notre méthode de travail. Parce que j'ai considéré que la méthode DJ, c'était un peu la base, sur quoi j'allais me baser. Mais au final, ce que commence à aller rendre, ça allait être ma méthode de travail, à moi. D'accord. Et est-ce que tu avais des moments un peu différents dans ta semaine, on va dire du lundi au vendredi? C'était toujours ça, genre le matin, t'écoutes tes cours pendant les transports. Ensuite, t'arrives jusqu'à 23h, tu bosses en mode warrior, en mode commando, tes fiches. Tu les stabilotes, t'essaies de bien comprendre tout ça, et le soir, hop, tu te refais des petits flashs sur tes cours magistraux sur les points que t'as pas bien compris, et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir justement tous les cours enregistrés. C'est super. Tu sais exactement à 1h22, hop, du cours de tel prof, tac, tac, tac. Je pense que sans ça, mon année, elle n'aurait pas été pareille. Et donc après, tu rentres, tu manges vite fait. J'imagine que tu passes un petit moment, enfin peut-être qu'il est un peu tard, mais tu vois un peu ta famille en semaine ou en fait non? La plupart du temps, quand je rentrais, ils se préparaient soit à dormir, soit ils dormaient déjà. Du coup, j'attendais plus le week-end. Ok, donc tu mangeais, tu faisais tes trucs, tu dormais. Et ça, du lundi au vendredi, c'est pareil? En gros, il y avait souvent, au premier semestre en tout cas, il y avait souvent les ED le mardi, les enseignements dirigés. Mmh. Du coup, j'y allais, c'était le seul moment où ça changeait un peu. Du coup, là, je me levais plus tôt. Parce qu'en fait, soit ils étaient à 8h30, soit à 10h et quelques. Du coup, ouais, le réveil, il piquait un peu quand c'était 8h30, mais quand c'était 10h, c'était un peu comme d'habitude. Juste, je remplaçais ma première partie par les 1 ED. Pour toi, c'était important d'y participer physiquement à ces ED? Parce que ça, par contre, c'était pas retranscrit en vidéo. Du coup, la participation physique, oui. Évidemment, parce qu'en fait, le truc qui était important aussi, c'était de les préparer, de pas arriver en touriste, de pas arriver
voir les questions sur le tas, se dire ah oui pas bête, ah oui pas bête, ah oui pas bête. Au final, tu ressors avec pas grand chose. C'était pour moi important de les préparer de son côté, se dire bon là j'ai pas compris, ça veut dire au moment où il va parler d'une telle notion, je vais me concentrer parce que c'est ça que je veux comprendre. Poser des questions. C'est facile de poser des questions aux enseignements dirigés? Franchement, tu poses une question, ça arrête tout le monde te regarde. Ils regardent leur montre quand la réponse elle est un peu trop longue. Je pense que quand on est timide, ça peut être vraiment une épreuve de poser une question en enseignement dirigé. Mais moi, franchement, je me disais rien à faire. C'est pas ma timidité qui va me faire passer. Du coup, je levais la main et j'avais pas honte. Je me disais si je comprends pas un truc, c'est mieux que je me le demande maintenant, que je pose. Ça se trouve, ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. C'est sûr. Que je le garde pour moi, mon incompréhension, ou que je. Parce que moi, parce qu'on peut aussi demander à la fin du cours, mais soit toi-même t'es pressé, ou soit t'oublies, ou soit il y a déjà plein d'autres élèves autour du prof et là, c'est foutu. Et c'est ce qu'on m'a dit, des fois il y avait 15 personnes devant et à un moment il part le prof pour aller manger, faire pour lui autre chose poser de sa plein de vie. petites questions, au bout d'un moment, il est fatigué, je le comprends. Ok, est-ce que si les cours avaient été en Zoom par exemple, tu te serais déplacé ou t'aurais fait genre en distanciel? J'ai eu des cours du coup aussi en Zoom, pendant mon année de licence. Franchement, je me déplaçais plus du tout à ce moment-là, même quand le confinement a été levé. Donc, je pense pas que je me serais déplacé pareil. Ça a vraiment remplacé ces méthodes anciennes de se déplacer et finalement, en tout cas pour toi, c'est pas essentiel. Okay. C'est ça. Genre, j'ai compris ça plus tard au début, moi, je pensais que je pouvais pas faire sans me déplacer, mais en avançant, au final, je me suis dit, ah oui, en fait, si. Surtout quand t'as 1h30 de transport. Ok. Alors maintenant, imagine tu as une question. Il y a un point que t'as pas compris d'un cours magistral ou d'une fiche. À qui tu poses cette question? À qui je pose la question? Il y avait plusieurs options. Il y avait, par exemple, déjà en premier, il y avait les tuteurs. C'est du tutorat, des étudiants de deuxième année d'études de santé, pas forcément en médecine, il y avait aussi des gens en pharmacie, des gens en kiné, maïeutique. Franchement, gros cœur sur eux parce que tu leur posais une question, même la question elle était débile, même aujourd'hui je me souviens de certaines questions, j'ai eu honte de les poser, mais ils répondaient vraiment avec ils se donnaient à fond pour donner la réponse. Quand ils savaient pas directement, soit ils cherchaient quelqu'un qui connaissait la réponse, soit ils cherchaient eux-mêmes. Ils essayaient vraiment de t'expliquer en long, en large, en travers. Ça, c'était l'option immédiate, et vraiment. Comment tu posais ta question? C'était sur un forum? Il y avait le forum, mais aussi, vu que je suis à la bibliothèque, il y avait certains tuteurs que je connaissais. Enfin, je connaissais leur tête. Du coup, j'allais les déranger un peu dans leur travail. Je disais, excusez-moi, sur cette fiche-là de cours, il y a ce détail-là, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ils ont toujours pris le temps. Toujours pris le temps. Franchement, je les remercie pour leur patience. C'est la deuxième dédicace d'Ibrahim ce matin. Mais je comprends, hein, c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir ces étudiants qui donnent de leur temps, vraiment gratuitement, juste pour l'envie d'aider. Franchement, ils sont passés par là, c'était dur pour eux. Ok. Et donc, ok, tu peux poser des questions au tutorat, donc sur le forum ou en vrai. Et sinon? Il y avait aussi, du coup, les profs de D, d'enseignement. Du coup, en gros, je leur demandais aussi, mais sans directement sur leur ED, je levais la main. Ou soit, quand c'était en fin de D, c'était plus pour poser une question sur le cours. Oui, un tel prof a tel, genre à un moment dans son cours sur ce sujet-là, il dit cette phrase-là, mais en fait, ça peut être contradictoire avec une autre phrase qui dit 5 minutes avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, il nous demandait souvent qu'est-ce qu'il a dit, de quelle manière il l'a dit. En général, c'était souvent des soucis de formulation, rien de monstrueux. D'accord, mais important quand même pour la compréhension finalement. C'est ça. Ok. Donc il répondait. Et ça, c'était soit donc en direct, mais est-ce que tu utilisais aussi le forum du Moodle de Sorbonne Université pour poser des questions? Le canal question? Ouais, le canal question. Je sais même pas à quoi il ressemble. D'accord. Jamais utilisé. Donc non. Non, vraiment pas. D'accord. Genre, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais moi, j'ai jamais pensé. Quels sont les moments un peu sociaux de ta vie
Je parle entre du lundi au vendredi, hein. Je parle pas du week-end. Ok. On y reviendra juste après. À quel moment tu souffles, tu peux rigoler, tu peux te vider un peu la tête, mais avec des gens. Tu vois, Ok. pas genre tu sors parce que t'en as marre de réviser et voilà. Pas genre tout seul. Ben en fait en général, ben en fait surtout au premier semestre, j'avais deux trois amis que je me suis fait au stage de pré-rentrée. Bah du coup on travaillait le plus souvent ensemble. Et quand ils me voyaient faire une pause, bah au final j'avais un peu pris la tête de groupe en termes de rythme. Du coup quand ils me voyaient faire une pause, ils la faisaient. Ils suivaient un peu mon rythme. Ça veut dire on faisait souvent nos pauses ensemble. Et quand je rentrais, ils rentraient aussi. Du coup on faisait toutes nos pauses ensemble à peu près. Juste ils mangeaient plus tôt que moi et je me retrouvais un peu seul à ce moment-là. Mais sinon, Mais 14 heures, ouais. D'accord. Donc tu pouvais rire, parler de tout ouais avec eux. vraiment. Quand on faisait nos pauses, la règle c'était on parle pas de cours. Même quand vous avez une question à poser sur un cours ou quoi. Non? Non, c'est Non. on l'a reposé au moment de s'asseoir. Sinon, t'as compris ça quand il parlait de ça? Mais pendant la pause, vraiment, on essaie de parler d'autres choses parce qu'on s'est dit, on a déjà assez de cours dans nos vies. Venez, on profite du moment où on est en train de souffler pour vraiment souffler. D'accord. Et maintenant, on va venir au week-end. Donc le samedi matin, t'as la colle. Donc c'est un concours blanc organisé par le tuto. Exactement. Ça se passe où, comment? Ça se passe sur le campus de la fac. La faculté prête du coup des amphis et des salles pour Donc en mode l'organisation. réel, quoi, presque C'est de ça. concours. C'est ça. On prend nos places, des sujets, des grilles QCM. On a le chrono. euh, on lève la main quand on a quelque chose à demander, etc. Vraiment conditions qui essayent de se rapprocher le plus du concours. Ça, c'était le matin, samedi matin. Après, quand on sort de ces concours blancs, ben j'en profitais. Bon, je faisais ma pause manger un peu plus tôt que la semaine, c'est-à-dire plus aux alentours de midi. Et avant de reprendre l'après-midi, parce que quand on mange, il y a toujours un petit moment où on a du mal à repartir. Bah, je me servais de ce moment-là pour faire la rétrospective sur ma semaine. Euh, si en gros il y avait certains points, ce qui était bien, ce qui était pas bien, les points améliorés, les points qui sont bien, ce qu'il faut maintenir. S'il y avait des doutes, je demandais à un tuteur parce qu'on avait tous, la plupart, ceux qui le voulaient, ils avaient ce qu'on appelle un parrain, quelqu'un qui est déjà passé par là et qui est vraiment là pour eux, quelqu'un qu'on peut contacter plus rapidement par message, on a ses réseaux, on peut lui poser des questions si on a besoin de lui parler, s'il y a des moments durs, on peut lui parler. Bah, si j'avais des doutes quant à la rétrospective ou même des doutes en général, je lui envoyais un petit message, je lui disais qu'est-ce que t'en penses, ou je le voyais directement. Je me servais vraiment du moment après manger pour faire tout ça, me réorganiser pour la semaine suivante. Et après l'après-midi, soit je reprenais le travail, mais de manière moins intense que le reste de la semaine. Soit vraiment quand j'ai senti le besoin de souffler, j'allais faire autre chose. Je rentrais chez moi, je passais du temps avec ma famille, ou j'allais faire un foot, ou je sais que avec les amis que j'ai rencontrés au stage de pré-rentrée, on est carrément allé au bowling plusieurs fois, 2 fois dans le semestre. Le bowling il était grave loin de la fac, c'est-à-dire le trajet, c'était pire que rentrer chez moi. Au moins une bonne heure de trajet en plus. Euh, je me servais du samedi après-midi, vraiment, c'était la journée flexible de la semaine. Et après, dimanche, Et tu rentrais vers quelle heure, du coup? j'essayais de pas rentrer trop tard non plus. Un peu plus tôt, carrément, que quand j'étais à la bibliothèque, parce que la bibliothèque, le week-end, elle fermait à 20h le samedi, elle était pas ouverte le dimanche. Du coup, 21h max, j'étais chez moi. C'est quand j'étais pas déjà chez moi avant. Il s'est vraiment de me poser. Donc là, tu mangeais en famille. Tout le monde t'attendait ou pas? Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est même Ouais. moi, j'essaye de mettre la table, faire la vaisselle après, montrer que je suis encore dans la maison, quoi. Et le dimanche? Le dimanche, franchement, il y avait la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui était ouverte. Bon, la BPI, je conseille pas trop parce que c'est souvent rempli, mais en gros, je reprenais un peu le travail sur avec c'était un peu la continuité en fait. J'avais fait ma rétrospective et mon planning pour la semaine prochaine. La semaine, elle reprenait à peu près le dimanche. Bon, c'était le jour le moins chargé parce que j'étais un peu quand même gentil avec moi-même, mais c'était le jour le moins chargé histoire de me remettre dans le bain après la pause que j'ai pris. Et après le lundi jusqu'à vendredi, on repartait sur le rythme de base. Est-ce que tu avais un carnet d'erreurs pour noter soit les points de cours ou soit les cours qu'il fallait revoir ou des choses comme ça? Un carnet d'erreurs, oui.
Est-ce que je m'en servais régulièrement? Je suis pas le meilleur dans l'exercice. Mais si je peux donner un conseil, c'est ne commencez pas votre carnet d'erreurs dès le 1er septembre ou dès les premiers jours de l'année, parce que au début vous ferez, ouais c'est ça, au début vous ferez beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir tout lire. C'est vraiment, il faut noter les erreurs qui reviennent souvent et qui, malgré les relectures, ne cèdent pas, qui, je sais pas comment dire, ne cèdent pas, qui ne partent pas. Mais ouais, si vous devez le commencer, attendez au moins 1 ou 2 semaines, au moins après le début du semestre pour le commencer. Moi, ce que j'utilisais surtout, c'est des petites feuilles de brouillon au moment où je faisais mes QCM, où je notais mes corrections. J'écrivais l'endroit où je m'étais trompé dans le cours, pourquoi je m'étais trompé, quand j'arrivais à comprendre pourquoi. Et au moment de relire le cours, j'avais la petite feuille avec moi. Et du coup, je la glissais à l'endroit du cours. Et en gros, à chaque fois que j'ouvrirais le chapitre, bah, j'avais les petites feuilles qui me disaient tu t'es trompé à cet endroit, tu t'es trompé à cet endroit, tu t'es trompé à cet endroit. Et je me disais qu'au bout d'un moment, si je fais toutes les erreurs possibles sur un cours, bah je peux plus me tromper aussi. Et après ces feuilles-là, quand j'avais compris mon erreur et que je la faisais plus, ben j'en faisais une boule et je la jetais. C'était moins encombrant qu'un cahier. D'accord. Ok. Et je voudrais revenir sur l'école. Quel était ton classement? Est-ce qu'il a évolué au cours du semestre? On parle du premier semestre là. Ok, du premier semestre, franchement, le premier concours blanc que j'ai fait, c'était celui où on était le plus. J'étais dans les 200 derniers. Une grosse claque. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est la catastrophe. Comment je vais faire? Et en fait, au fur et à mesure du semestre, je remontais petit à petit. Et en fait, à la mi-semestre, j'ai eu un classement qui allait pas du tout avec ce que j'avais d'habitude et ça m'avait grave surpris. C'est à la mi-semestre, je crois qu'on était du coup à ce moment-là 500 à venir. Et ben j'étais arrivé 34e dans une matière, j'ai fêté ça tout l'après-midi. Ah, c'était incroyable pour moi parce que j'étais à ce moment-là, je stagnais autour dans le milieu à chaque fois et en gros à la fin du semestre, ben j'étais dans le premier tiers tout le temps. D'accord. Comment t'expliques qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent faire l'école? Le retard. Ah, ils préfèrent bosser. C'est ça. C'est une des principales stratégies de l'étudiant en première année de santé en retard. C'est de se couper du monde et de se consacrer qu'au travail. D'accord. Je pense pas que ça soit la meilleure, mais certains font ça. Et après, moi, je trouve que c'est dommage de se priver des concours blancs qui sont une source d'entraînement vraiment rapprochée rien que pour les conditions, vraiment bien pour s'entraîner en conditions concours, pas seulement dans sa chambre ou sur une table de bibliothèque, mais vraiment avec l'ambiance tout autour. La formulation des questions, parce que le tutorat, il cherche aussi à chercher les détails qu'on aurait oublié d'apprendre. Oui, parce qu'ils inventent des QCM, c'est pas des annales. Exactement, c'est avec leurs petits doigts, leur ordi, ils prennent encore plus de leur temps pour nous concocter les QCM. Et je trouve ça en vrai génial. J'ai pu le faire aussi de mon côté. Et franchement, c'est pas simple. Oui, en tant que tuteur. Ça, c'est plus tard, ça. C'est ça, c'est plus tard. Ok. Justement, à quel moment de tes révisions tu faisais les annales? À quel moment? Est-ce que tu as commencé au début du semestre ou genre à la fin, tu les gardes à la fin? Quelle était ta stratégie avec les annales? Je me les suis gardés à la fin, à peu près un mois avant. J'ai commencé vers novembre, il me semble. À ce moment-là, il y avait une grève des transports, du coup, c'était un peu plus compliqué de venir à la fac. Ouais, je me le suis gardé vraiment pour le dernier mois. Et ce que je faisais, c'est que je faisais des annales les plus anciennes aux plus récentes, pour vraiment garder les années les plus récentes pour les derniers jours. Me dire que là, c'est vraiment en condition concours. On y va à fond. Le jour J peut ressembler à ça. Et t'as vu une amélioration au fil du temps? Oui, vraiment oui, parce que en fait déjà quand on arrive préparé au début, on est parfois étonné par la formulation des questions qui peut être différente de ce qu'on a vu peut-être au tutorat ou dans les QCM d'entraînement qu'on peut piocher à gauche à droite. Mais quand on s'adapte à la formulation de questions, quand on comprend quel point du cours ils essayent d'exploiter par leurs questions, quand on fait des liens, quand on trouve aussi certains liens logiques pour répondre à la question, parce que je répondais pas à toutes les questions avec mes connaissances, mais des fois je me disais que peut-être l'item de ce QCM il est incohérent, du coup il est faux, ou ce genre de choses. Ça permettait aussi de gagner quelques points en plus, du coup cette amélioration, oui, je peux dire que je l'ai vue. D'accord. Tu le chronométrais?
est-ce que je me chronométrais? Au début, pas du tout, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps de faire un sujet d'anal. Mais après, plus j'avançais, et surtout pour les sujets les plus récents, je me chronométrais, et une technique que je partage, mais ça c'est vraiment pour les plus fous d'entre vous, c'est de se mettre moins de temps que la vraie épreuve. Je m'explique avant que vous me preniez pour un fou. Je me suis dit que si je me mettais moins de temps que pour la vraie épreuve, ça me forçait à réfléchir en moins de temps. Et en fait, moi, je me suis dit que il me fallait, et j'ai compris avec les concours blancs du tutorat, qu'il me fallait un certain temps pour me relire. Et du coup, j'allais m'allouer ce temps pour relire sur le temps qui me restait. C'est-à-dire que si pour une épreuve d'1h30, je me mettais 1 heure pour la faire au chrono, et ben en gros, dès que le chrono sonnait, ben je me dis là, je dois avoir fini l'épreuve. Et je passe à ma relecture. Je revoyais certains QCM pour voir si ma grille n'était pas décalée. Je voyais la cohérence de certains QCM où j'étais sûr d'avoir répondu bon, pour savoir si j'étais bien réveillé. Et j'allais sur les QCM où j'avais vraiment des doutes pour trancher, prendre ma décision. D'accord. Et t'as vu que ton cerveau, tel un muscle, tu l'as entraîné, il était très efficient à la fin? Comme un muscle, ouais. Ben finalement oui, parce que sur toutes les épreuves qu'on a eues, il y en a aucune où j'ai été contraint réellement par le temps. J'ai tout pu finir plus ou moins en avance. Du coup, ça a bien marché pour moi. C'est comme un coureur qui met des poids et un jour il les enlève et ça lui semble facile de courir. Ah, exactement. Ok. Donc on va arriver au jour du concours du S1. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là où tu voyais vraiment la concurrence, entre guillemets, d'arriver au jour du concours? Bah en vrai, je me suis mis un peu dans l'état d'esprit concours. Vraiment, je me suis dit, je suis en concours à 100 avec la pression qui y va la veille. Parce que la veille, en fait, le concours, il était à Villepinte, j'étais à Bagneux. Du coup, impossible que je parte de chez moi, même si c'est le RER B. J'avais trop peur qu'il y ait une panne ou quelque chose qui mette mon investissement sur ce semestre à néant. Du coup, j'ai pris un hôtel. Mais prendre un hôtel la veille, c'est prendre les risques qui vont avec. Du coup, j'ai pris un hôtel qui était loin, pas de la meilleure qualité, et au dernier moment. Tu veux dire qu'il y avait plus de place? Il y avait plus de place dans les hôtels les plus proches. J'ai dû prendre un hôtel plus loin. Ah, c'est un super conseil que tu donnes alors. Il faut vraiment le prendre un peu plus tôt. Pendant mon inscription en septembre. Dès qu'on a le lieu du concours, vous le prenez, parce que je connais des gens qui ont finalement pris un hôtel pour Villepinte au deuxième semestre, mais le concours s'est passé ailleurs. Du coup, ils étaient un peu... D'accord. Mais du coup, je l'ai un peu pris au dernier moment. Du coup, la veille, je vais à mon hôtel, petit transport, je parle avec le conducteur. Il me dit, ah, t'es en médecine, franchement, bon courage, tout ça et tout. Ah, pour lui, c'était sûr, j'allais réussir, alors que moi-même, je savais pas. Je me pose dans l'hôtel, franchement, j'étais déçu. Il faisait tout noir, c'était tout petit. La douche et les toilettes, c'était au même endroit. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, t'es là juste pour le concours, t'es pas là pour faire un vlog ou je sais pas quoi. Du coup, je me pose, je prends les derniers détails que je dois réviser, et je me dis, bon, là, j'ai révisé tout le semestre. Il me semble que quelques heures avant, enfin, genre, je m'étais arrivé vers 17-18 heures. Je me suis dit, bon, là, j'ai révisé tout le semestre, c'est pas... genre, je pense que si je continue à réviser comme d'habitude, ça va plus me mettre de pression que de me faire apprendre des trucs. Du coup, je me pose, je prends mon temps. J'ai installé Twitter, j'ai scrollé un peu pour voir ce qui se disait, parce que ça faisait longtemps. Je suis allé au Auchan, il y avait Auchan à côté, je crois que c'était la seule qualité de l'hôtel. J'ai fait mon petit dîner, tout ça, je me suis posé, j'ai appelé un pote, j'ai appelé mon parrain, j'ai appelé mes parents, et après j'ai mis mon réveil. Je l'avais mis, je crois que c'était rendez-vous 7h et quelques, je sais plus, mais j'avais mis mon réveil pour 6h. 6h et quelques, ouais, vraiment au moins 1 ou 2 heures avant, parce que j'étais dans la même ville. Après, au moment, je me réveille, je vais à l'accueil, je prends mon déjeuner, etc. Ils proposaient une navette pour partir, mais je trouvais que la navette était vraiment trop tard. Du coup, à un moment, je vois une fille et sa mère qui parlent du concours. Je dis, excusez-moi, vous allez au concours de Paris 6, Sorbonne? Ils me disent, oui, oui, et tout ça. Je dis, est-ce que je peux monter avec vous?
Du coup, les deux, ils se regardent et la mère, elle dit oui, ok, pas de souci. Ils t'ont pas abandonné sur le périph pour faire un concurrent de moi? Non, 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 ils ont été gentils, ils ont été gentils. Mais moi, je me suis dit, bon, tu Bien vois, joué. vraiment, je l'ai jamais revu, mais franchement, c'était vraiment sympa. Ah merde, elle a pas eu sa deuxième année. Ah, peut-être qu'elle est en D1, là. Peut-être, je sais Bon, on pas. lui souhaite. Bonne action. Et du coup, je monte dans la voiture, j'arrive sur les lieux du concours. Je retrouve les amis avec lesquels j'ai travaillé le semestre. Un plus particulièrement, dédicace à Adam, la troisième dédicace du podcast. Du coup, on avance, tout ça. Et là, à un moment, je vois plein de tables au loin, comme ça. Il me dit, c'est là. Je lui dis, comment ça, c'est là? Et là, je me dis, je vois plein de gens installés déjà qui sortent leurs affaires et tout. On voit les représentants de la fac et tout. C'était vraiment, ça peut paraître impressionnant, mais je pense qu'il faut direct après passer le moment de l'impression. Il y a plein de monde, oh là là, il y a tout le monde, etc. Se mettre vraiment dedans, se dire là, c'est le jour J. On a travaillé à peu près 100 jours pour ça. Du coup, il y a pas moyen que je me laisse déstabiliser. Du coup, j'étais habillé avec un pull capuche et tout. J'ai mis ma capuche. J'ai repris les dernières feuilles de brouillon qui me restaient. C'est les erreurs qui persistaient. Du coup, je les relisais en fonction de la matière avant la matière de l'épreuve. Après, il y a eu une pause à midi. La pause, franchement, j'avais ramené un petit sandwich. Je l'ai mangé en pas trop longtemps. Il il faisait surtout un débrief des épreuves du matin, les gens avec qui j'étais. Du coup, ça m'intéressait pas trop. Stressant. Ça m'intéressait pas trop, ouais, c'était pas la meilleure chose à faire pour moi. Du coup, je me suis un peu mis sur le côté. Je sors mon téléphone, je vois qu'il y a pas de connexion. Du coup, je tourne un peu en rond. Je retourne à ma place. Et là, on reprend l'après-midi. Et le soir, petite anecdote. Ben, vous voyez l'hôtel le matin. Je suis parti avec la voiture La jeune fille avec sa maman. c'est ça. Au moment de sortir de l'hôtel, bah, du coup, il y a les tuteurs qui sortent, ils nous félicitent, tout ça, c'est la fête, etc. Puis, il y a un moment où je dois retrouver des affaires pour rentrer chez moi. Et je me rends compte que je sais pas du tout où c'est. Mais je me rends compte en marchant parce que je me suis dit, je crois que c'est par là parce qu'on était arrivé d'une certaine direction. Après, on commence à marcher 15, 20 minutes. Et là, introuvable. Et, en plus, il faisait noir vu que le soleil se couchait tôt. Du coup, j'étais avec un ami du semestre. Franchement, Adam, t'es un chef. Franchement, moi, je me serais lâché à ce moment-là. Mais du coup, on a marché à peu près 1 heure dans Villepinte à la recherche de mon hôtel. Et je me souvenais que du Auchan à côté. Du coup, j'arrêtais quelques gens au passage. Je disais, vous savez où il est le Auchan, s'il vous plaît? Du coup, ils me donnaient des directions. On marchait. On a bien randonné. Déjà qu'on était fatigué à cause du concours, on avait cramé notre concentration. Fallait aussi cramer les jambes. C'était une manière de reprendre le sport. Et une fois arrivé à l'hôtel, j'étais exténué. Du coup, on a pris un Uber pour rentrer. On s'est fait annuler un Uber parce que j'avais perdu mes clés. Mais il faut savoir que je les avais pas réellement perdues. J'avais juste posé ma valise dessus et j'ai cherché partout autour. Je me suis senti débile. T'es fatigué. Ah, c'est ça, vraiment. Du coup, on a pris un deuxième Uber. Je suis rentré chez moi, je me suis reposé direct. Je sais qu'il y avait une soirée post-P1 organisée, mais j'avais vraiment pas la force d'y participer. D'accord. Et pour entre les épreuves, quand t'as envie de faire pipi, tout ça, c'est la guerre, faut courir vite. Premier arrivé, premier servi. Vraiment. T'étais bien placé ou pas? J'étais pas trop loin, du coup ça va, j'attendais pas trop. Mais pour moi, je me disais, ah bon, je peux pas courir pour les toilettes. Je l'ai jamais fait dans ma vie, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais il y avait vraiment des gens qui, dès qu'on leur disait qu'ils pouvaient se lever, ils couraient pour les toilettes. C'est pas un mythe. Surtout pour les filles. Ah oui, oui. Ouais. Ok, donc c'était une journée de concours. Et donc t'as les résultats combien de temps après? On a les résultats début janvier. Je crois que le concours c'était le 17 décembre. On a eu 2 semaines de vacances. Il me semble que c'était le 13 ou le 15 janvier, je sais plus. On a eu les résultats ce jour-là. Et en fait, on avait un groupe WhatsApp parce qu'en fait, le stage de pré-entrée, il était par groupe. Par exemple, groupe 1, groupe 2 jusqu'à 17 ou 18. C'était des groupes d'élèves. Le jour des résultats, ils parlaient vraiment tous en mode c'est quand parce que nos résultats ils ont pris du temps à venir et quand les résultats sont venus on voit une personne de notre groupe qui prend en photo les résultats et là silence radio, mais vraiment plus personne ne parle dans le groupe. Là je me suis dit ça c'est une mauvaise nouvelle parce que j'ai vu les notifs, j'ai vu que en gros il y avait plus de nouvelles notifs après parce que j'étais pas à la bibliothèque de la Pitché ce jour-là mais j'étais du côté de Sceaux à Jean Monnet.
Et j'avais gardé ma 4G activée pour... je recevais les notifs à un moment, plus du tout. J'ai dit, mes résultats, je les regarde pas directement dès qu'ils sortent. J'attends le soir. Ok. Ça fait que je commence à attendre le soir. Je reçois des messages de mon parrain qui me dit alors les résultats. Tu les as regardés? Non. À la fin, il perdait même patience. Il me disait au pire, passe-moi ton numéro étudiant, je regarde pour toi, je te dis comment c'est. Et après, même du côté mon frère qui savait que c'était plus ou moins aujourd'hui mes résultats, il me demande, il me dit du coup c'est comment tout ça. Quand je suis rentré chez moi, après j'ai dit j'ai pas encore regardé. Il m'a dit mais t'es fou. Je lui dis t'inquiète. De toute façon là, en fait. Ne pas regarder mes résultats directs, c'était déjà je m'offrais la journée en me disant bon, je serais pas biaisé par mes résultats parce que dans le cas ils sont mauvais, ils sont mauvais, ça va me démoraliser et tout. Et dans le cas ils sont bons, j'étais capable de me dire bon, allez, je prends ma journée, je prends ma semaine, on plie bagage et je reviens pas avant longtemps. Du coup, je me suis dit je fais ma journée comme si de rien n'était. Bon, ils m'ont aidé avec le fait qu'il y ait plus de messages, mais je fais ma journée comme si de rien n'était et après j'ouvre le soir. Du coup, le soir, j'ouvre, j'appelle Adam, je lui dis mon classement, parce que quand j'ai ouvert, j'étais surpris, je me suis dit, mais comment ça? Parce qu'en fait, je m'attendais à des résultats dans le milieu, parce que avec tutorat, je me disais que j'étais dans le milieu, mais avec les gens qui venaient pas au concours blanc, ça allait peut-être me mettre, je sais pas, aux alentours de 500, 600 sur les 1400 personnes à peu près qu'on était. Quand j'ouvre et que je vois que je suis 322e, je me dis, wow, franchement, C'est bon. ça va, c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Du coup, je l'appelle, je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il est devant moi et tout. Et là, finalement, il m'appelle et il me dit, ah, ça s'est moins bien passé. Il arrivait plus dans les millièmes et tout. Oui. Du coup, ça l'avait un peu démoralisé, ça l'avait un peu découragé. Du coup, je passe un peu du temps à le réconforter, lui dire que de toute façon, l'année n'est pas finie, et que simplement finir l'année, c'est la garantie simplement de savoir se dire déjà on l'a fait cette année et aussi de savoir avoir une méthode de travail pour la suite, etc. Que même en fait lui, vu qu'il voulait vraiment que médecine, c'était un peu compliqué pour lui pour le deuxième semestre. Ouais. Et tu expliques cette différence entre vous deux de quelle manière? Franchement, je sais pas, franchement là directement comme ça, je me suis toujours posé la question parce que c'est pas quelqu'un genre c'est aussi quelqu'un de sérieux. Je pense même qu'il est plus sérieux que moi et qu'il a été sérieux avant moi. Il est au moins aussi sérieux que moi. Du coup, en vrai, cette différence-là, je saurais pas vraiment l'expliquer. Peut-être que, en fait, je me suis dit que même s'il a été sérieux tout le semestre, il y a peut-être un truc le jour du concours qui a dû le déstabiliser ou que ça l'a tout simplement pas fait. Je me dis que ce sont des choses qui peuvent arriver et que si ça s'est passé comme ça, qu'il en soit ainsi. Il faisait aussi le tutorat? Il faisait aussi le tutorat, mais moins que moi. Il avait une prépa. Oui. Je vais pas citer le nom parce que... Non. Il avait aussi une prépa. Il m'a prêté des fiches. De temps en temps, on se rejoignait chez lui. On faisait des rappels de cours, des révisions. Il me disait ce qu'ils lui ont expliqué. Il me racontait un peu ce qu'ils lui ont expliqué comme méthode raccourcie pour des matières comme la chimie où j'avais un peu quelques difficultés. Mais franchement, c'était carré. Je vois pas un moment où il s'est vraiment découragé, où il a moins travaillé que moi. Et pendant les concours blancs, il était classé comment? Pendant les concours blancs, lui, il y allait pas tellement, mais oui. Il était classé à peu près pareil que moi, sauf que, en gros, le premier concours blanc, il était vraiment, genre, devant moi, et en gros, on était à peu près classé pareil, plus ou moins tout le temps. Et donc peut-être un moment, quelque chose qui l'a perturbé pendant le concours, ou des erreurs ou si ça se trouve de remplissage des QCM, des choses comme ça. C'est possible, ou quelque chose que j'ai pas vu pendant le semestre aussi. Hein. Oui. Peut-être que je faisais pas assez attention. D'accord. Ok, donc 322, c'est ça, 322 au premier semestre, donc c'est quand même super. Merci. Mais par contre, t'as pas continué ton ascension au deuxième semestre, t'as fini 407e. 407. Ça s'est moins bien passé, ouais. Ça s'est moins bien passé, et c'est pour ça que t'as pas eu ta passe. Et t'as pas eu cette chance d'avoir les euros parce qu'il y avait le Covid pour te... t'as pas eu les euros pour te rattraper, tant pis. Donc, normalement, hein, à part s'il n'y a pas une 37e vague l'année prochaine, j'espère que vous aurez les euros. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi t'as pas fait au moins aussi bien qu'au S1?
Pourquoi j'ai pas fait au moins aussi bien? Parce que je pense que cette année, ma principale force, elle était sur les matières à par cœur, à compréhension. Et le fait que ça soit que le premier semestre dure une centaine de jours, ça laissait pas le temps à tout le monde, pour peu que la personne soit un peu moins bien organisée, de tout comprendre, de tout apprendre, etc. Alors que le deuxième semestre qui dure déjà un peu plus longtemps, ça laisse plus de temps. Et en fait, le fait qu'on ait le confinement qui nous rajoute 2 mois, ça a vraiment laissé le temps à tout le monde de vraiment tout apprendre en termes de par cœur. Et la différence, elle s'est faite sur des matières à réflexion, comme de la biophysique ou des biostatistiques. Et il se trouve que les matières sur lesquelles sont basées la biophysique et les biostatistiques, c'est la physique et les maths. C'est des matières dans lesquelles j'ai traîné des lacunes sur le collège, sur le lycée, et que j'ai pas su combler. Et en fait, pendant la durée du confinement, je me suis retrouvé à tout simplement me bricoler un niveau en apprenant à répondre à certains types d'exercices. C'était un peu le système D, mais je me suis dit que si c'est le type d'exercice qui tombe le plus souvent aux annales, ça devrait être plus ou moins pareil pour nous. Ça l'a pas été. Et c'est vraiment les pires notes que j'ai eues de mon année. C'est ça qui t'a fait pêcher. Parce que, vraiment, parce qu'en fait, quand j'ai comparé mes notes, parce qu'il y a eu le tableau avec les notes, en vrai, les autres notes, elles restent similaires avec ceux qui se retrouvent vraiment plus haut. Mais on voit vraiment 2 fausses notes, je vais appeler ça comme ça, sur ces 2 matières-là, parce que quand je me retrouve avec des notes pour le deuxième semestre avec des 15, des 17, des 18, et un côté on voit un 8 et l'autre un 10, ça fait vraiment tâche. C'est un moyen de... T'avais quoi comme note en terminale, en physique et en maths? En maths, j'ai eu à peu près, j'étais entre 6 et 8 à l'année. Ouais. Mon prof de maths, il s'inquiétait vraiment pour moi et il me demandait si j'allais vraiment avoir le bac parce qu'il me voyait que en maths du coup. Physique, vraiment le prof avec toute l'aide qu'il m'a donnée, franchement, c'était vraiment une crème, mais bon, paix à son âme, mais franchement, c'était vraiment un des meilleurs profs de physique que j'ai croisé. Franchement, je me suis retrouvé avec 6 et 8 en maths, 9 en physique, mais vraiment à 9 avec le maximum de mon potentiel. D'accord. Ah, donc tu fais vraiment des blocages avec ces 2 matières. Vraiment, je traînais un peu les pieds quand fallait aller en maths et en physique. Ah oui, donc c'est pas forcément lié à ton lycée, mais c'est lié à toi. De base, parce que je savais déjà que au collège, j'avais quelques soucis, mais ça allait. Mais vraiment, quand je suis arrivé au lycée, parce que déjà au lycée en seconde, ceux de Maurice Genevoix savent, mais il y a certains profs, par exemple en physique, où c'est un peu compliqué de faire cours avec eux. Des profs, je vais pas viser personne, mais en gros, on faisait pas tellement cours de physique en seconde avec eux, parce qu'on est tombé sur une prof avec qui c'était un peu compliqué de faire cours. Okay. Du coup, il m'a manqué un peu une année. C'est ça. Ok. Ok. Et avec le recul, là, qu'est-ce que tu ferais différemment, du coup, pour essayer d'avoir au moins 12-13, quoi, dans ces matières-là? Comment t'aurais pu faire à l'époque? En terminale, j'ai déjà suivi un stage de physique. Déjà, je pense que j'en aurais suivi plus, et même avant, dès la seconde. Et malgré la difficulté de faire cours en classe traditionnellement, bon, je dis ça parce que maintenant ça fait plusieurs années que je suis dans le supérieur, j'aurais peut-être cherché à faire des cours de mon côté, à essayer de vraiment chercher par toi-même. C'est ça, de vraiment essayer de pas traîner ces lacunes, parce que je sais à quel point ça va coûter cher. Je sais comment j'ai dû serrer le point quand on m'a dit mais ça c'est de la terminale, ça c'est du lycée, je vais voir, c'est tout simple. Moi je disais oui t'inquiète, c'est tout simple, et j'avais le seum parce que je me disais que ça, même le lycée, je savais pas faire. D'accord. Bon, tant pis, mais de toute façon, c'est pas grave, t'es en P2 aujourd'hui. Donc, revenons à notre S2. Bon, t'es déçu, évidemment, j'imagine, de pas avoir la deuxième année. Je pense que t'étais à peu près à une petite centaine de places, près à peu près. C'est ça, ouais. Pour avoir médecine. Voilà, et donc, bon, tu restes dans les filières de santé avec une inscription en licence. C'est ça. En fait, moi, à la base, j'hésitais surtout entre la première année commune aux études de santé et les STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives. J'hésitais fortement entre les deux. Puis, en fait, au final, j'étais venu au fait de me dire, je tente la première année. Si ça passe pas, je vais en STAPS. Mais pendant la première année, je me suis dit que je vais pas en fait faire STAPS autant que je pensais. Du coup, j'ai dit, dans tous les cas,
que si je pouvais encore tenter une fois d'avoir médecine ou peut-être qu'une autre filière de santé allait m'intéresser, comme par exemple l'odontologie ou pourquoi pas la pharmacie, pouvait m'intéresser. Même si je l'avais déjà eu, je me suis dit que je voulais quand même retenter encore une fois. Si je pouvais encore retenter, ben je retente et je vois ce qu'il en est. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe quand on rentre dans une L2 avec une option filière de santé pour, et voilà comment après tu peux candidater pour rejoindre la P2? Alors, dans mon cas, vu qu'en gros, même si je n'ai pas eu médecine, j'ai validé ma première année, je rentre directement en L2. Pour ceux qui ne valident pas leur première année, ils doivent passer par ils retombent directement en L1. Moi, je suis allé directement en L2 parce que j'ai validé ma première année. Ok. Du coup, il y a d'abord une période de choix à la fin de l'année où on choisit dans quelle licence on va. Moi, je suis allé dans une licence de sciences de la vie, de biologie. Et en gros, en début de l'année, on arrive, on est vraiment intégré à la faculté. J'étais à Jussieu. On est vraiment étudiant à Jussieu en biologie, avec un message de la faculté de médecine qui nous dit alors pour ce jour-là, vous avez pour un tel jour c'était vers décembre ou janvier, je m'en souviens plus. Vous avez vous avez 2 matières à réviser. Ces 2 matières qui ont fait partie de votre enseignement en première année. Vous devez les revoir et en gros il y a un mini concours, des partiels en plus. C'est ça l'option santé. Du coup on fait ça sur les 2 semestres. Et en gros entre les 2 semestres, si on veut déposer notre candidature pour accéder à la deuxième année de santé, médecine, odontologie ou le reste, on doit déposer un dossier contenant une lettre de motivation et des relevés de notes de ces épreuves de santé, ainsi que du premier semestre de l'année de licence de l'année de laquelle on dépose. Le reste des notes, ils les ont. Je sais pas si s'ils se servent des autres documents qu'on a déposés avant ou s'ils les retrouvent, peu importe. Mais en gros, faut déposer les 2 motivations, plus important, et relever de notes. D'accord. Donc, sont pris en compte tes notes de licence, les matières qui correspondent à la filière santé. C'est ça. Donc, la physio, la nat, la pharmaco. Ouais, on a fait pour mon année. Là, ça change en fonction des années, mais l'année où je suis passé, c'était physiologie, anatomie aux 2 semestres, parce que à Sorbonne, elle est coupée en 2 parties, et de la pharmacologie, c'est ça. D'accord. Ah, ça change tous les ans. Ça change en fonction de l'année de licence. Par exemple, là, ce qu'on a fait, vu que c'était vraiment l'année où ils mettaient en place cette licence option santé, bah tout le monde avait la même chose. Sauf que maintenant, ce que j'ai passé, c'est ce que les gens passent en première année de licence. En deuxième année de licence, maintenant, ils passent d'autres matières. Ils passent de la biochimie. Et je sais plus le reste, mais en gros ça change en fonction. En fait c'est fait exprès pour que ceux qui passent directement en licence accès santé aient aussi différentes matières différentes à passer en fonction des années. Si par exemple la personne rentre en licence accès santé en L1 et dépose son dossier en L3, elle aura vu au moins 6 matières différentes. Je comprends. D'accord. Donc les notes de licence, les matières de l'option accès santé, plus une lettre de motivation. Comment t'as fait ta lettre de motivation? Comment j'ai fait ma lettre de motivation? Je pense que pour savoir comment j'ai fait ma lettre de motivation ou comment j'ai passé mon année, il faut que je revienne sur un point important, je pense primordial. C'est que après ma première année, j'ai rencontré d'autres personnes. Vraiment, j'ai un peu élargi mon entourage, j'ai un peu parlé aux autres. On a partagé nos expériences et tout, et ça m'a permis vraiment de me faire un vrai groupe d'amis, de gens qui sont passés par là, de gens qui sont aussi en licence, des gens qui venaient de finir cette année de licence et qui sont revenus en médecine grâce à cela. Et en fait, c'était vraiment l'occasion de partager. Et en vrai, là, je suis encore pote avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et en fait, on s'est vraiment tous entraidés on s'est vraiment, genre on était à peu près une dizaine, on s'est vraiment tous tirés vers le haut pour s'emmener plus ou moins tous en médecine ou tous dans les filières de santé qu'on voulait. Et du coup, ma lettre de motivation, en fait, il y a eu 2 choses. En fait, moi, je voyais un peu l'année en je dirais 5 ou 6 parties. Je voyais les notes de licence, je voyais les notes d'option santé, du coup, les notes de licence, les épreuves d'option santé 2 et 3,
la lettre de motivation 4 et l'oral 5. Ok. Du coup, je mettais les 3 premiers, les notes écrites entre guillemets ensemble. Ça allait à peu près. En termes de notes, ça allait, je m'en sortais. Et j'ai eu beaucoup de difficultés pour pour la préparation de la lettre de motivation et pour la préparation de l'oral. Vraiment, ça c'était deux plaies que j'ai eu du mal à faire. J'ai heureusement que ces gens-là qui m'ont entouré par la suite de ma première année, ces amis-là, ils m'ont aidé, ils m'ont tiré vers le haut, ils m'ont remotivé quand ça allait pas et je les remercie vraiment pour ça. Et donc concrètement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? On avait à peu près un mois pour la faire. Pendant quasiment un mois, je savais pas quoi écrire parce que le but c'était vraiment de se présenter, de dire pourquoi on voulait parce qu'en fait on faisait une lettre par filière. J'ai fait une lettre pour médecine et une lettre pour l'odontologie. Le but c'était vraiment de se présenter, d'expliquer pourquoi on veut faire la filière en question, de parler peut-être de nos expériences, de ce qu'elles nous ont apporté, de ce qu'on voudrait faire dans le cas où on est pris dans une telle filière et pourquoi nous et pas une des 300 autres personnes qui est avec nous. D'accord. Et donc, du coup, tu dis que tu as eu du mal. Donc, est-ce que tu as fait un premier jet? Tu l'as donné à tes amis qui ont lu, qui ont corrigé? Ou comment tu as fait? J'ai fait un premier jet, ils ont lu, ils ont corrigé. J'ai fait un deuxième jet qu'ils ont lu et qu'ils ont corrigé. Je peux continuer comme ça jusqu'au vraiment. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup brouillonné. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un nouveau mot. C'est cadeau. Mais je me suis retrouvé jusqu'à 2 semaines avant avec des détails par-ci par-là, une construction de lettres un peu précaire. En fait, vraiment dans une situation où c'était vraiment urgent que je la fasse. Et franchement, je sais que genre j'ai avancé à coup d'appels vidéo jusqu'à des heures pas possibles pour gratter des lignes, pour refaire un paragraphe et tout, mais c'était vraiment laborieux. C'est vraiment un exercice sur lequel j'ai galéré, la lettre de motivation. Bon, là, tu l'as maintenant. Là, c'est bon. Et t'as des conseils à donner pour rédiger cette lettre de motivation? Si vous comptez entrer en LAS, pensez-y le plus tôt possible. Genre, essayez de répondre déjà à la question pourquoi je veux faire médecine, pourquoi moi je serais plus à même de faire médecine, qu'est-ce que en quoi en termes d'expérience, quelles expériences pourraient matcher avec la médecine, quelle qualité pourrait matcher. Qu'est-ce que t'apportes finalement à la profession? Exactement. Et qu'est-ce que vous voudriez faire dans le cas où vous devenez médecin demain? Vous serez quel genre de médecin? Plus à la clinique, plus au bloc, à faire quel type d'acte, où ça, dans quelle spécialité, et pourquoi vous voudriez faire cette spécialité? D'accord. Donc finalement, tu as réussi à faire une lettre cohérente qui aborde tous ces points-là. Et pour l'oral, c'est pareil, tu l'as travaillé... C'était pire. Ouais, c'était pire. C'était vraiment pire parce que je me suis retrouvé dans des états pas possibles parce que là, c'était pas 2 semaines avant. Mais en gros, je sais que j'avais mon oral lundi. Et ben en gros, le samedi... j'étais là avec quelqu'un qui me dit bon, va peut-être falloir tout refaire. Du coup, j'étais vraiment pas bien pour l'oral, mais en gros, ça s'est vraiment fait au dernier moment parce que j'avais encore moins d'inspiration en fait, je savais vraiment pas comment aborder l'oral parce qu'en fait, en termes de ton, de posture, etc., ça passait, il y avait pas de souci. Mais en fait, dans ce que je devais raconter en termes de contenu, j'étais vraiment perdu sur la consigne alors que c'était vraiment tout simple. Peut-être parce que dans le fait, j'ai essayé de peut-être d'en faire trop, de montrer que c'était moi qu'il fallait prendre, etc. Et j'ai compris ça tout simplement 2 ou 3 jours avant, que le but c'était pas de leur mettre les étoiles plein les yeux, parce que des gens exceptionnels, des cas exceptionnels et tout, les jurys c'est des médecins, donc des choses exceptionnelles ils en voient tous les jours, ça les impressionne plus du tout. Du coup le but pour moi c'était vraiment de raconter l'histoire d'une personne vraiment normale, qui a pas tellement de choses d'exceptionnelles parce que j'avais pas de stage en hôpital ou de événements incroyables à raconter, mais vraiment l'histoire d'une personne plus ou moins comme les autres qui a sa détermination et son envie et sa volonté de faire médecine,
qui a ses activités comme le foot. J'ai aussi travaillé dans une association humanitaire qui a ses activités, qui a ses qualités, qui vous les présente et qui vous montre toute sa simplicité d'être. Et du coup, t'as fini deuxième. C'est ça. Cette promo-là. Deuxième et en reprenant deuxième DL2 et en me reprenant au dernier moment sur l'oral, en refaisant pas, il y avait certaines choses que j'ai gardées comme les spécialités que je voulais faire ou certains axes comme par exemple liés au sportif, liés à l'associatif que j'ai gardé, mais le reste j'ai dû le refaire. En refaisant ça, j'ai réussi à avoir 19,65 à cet oral sur 20. Waouh. Et c'est sûrement ça qui a remonté ma note. Et franchement, quand j'ai vu ma note, quand j'ai vu mon classement, je me suis dit ah ouais, vraiment. Parce que le but c'était vraiment de rien laisser au hasard. Là, je me suis dit oh oui, là je me suis dépassé quand même. Et donc après, t'es rentré donc en deuxième année. C'est ça. Et donc t'es un heureux étudiant maintenant. Ah vraiment ouais, franchement que du bonheur. Par contre, les gens qui vous disent la P2 c'est que des vacances après la première année, c'est chill. Ils mentent, c'est pas vrai. Quand on arrive en deuxième année, on a une charge de travail à peu près équivalente, sauf que l'objectif est différent. C'est plus d'être le meilleur moyenne des gens qui passent pas et tout. L'objectif c'est de valider ses partiels et de prendre un maximum de bases pour la suite, parce que l'objectif de la P2 de la deuxième année, c'est de apprendre à reconnaître les signes cliniques. Du coup, pour apprendre à reconnaître des signes cliniques, la sémiologie. T'apprends déjà la physiologie, l'anatomie, on revoit tout ça et on apprend à reconnaître via des cours et il y aura aussi des stages au cours de l'année, plus au deuxième semestre. Et en fait, vu qu'il y a des redites, les gens prennent un peu la confiance, travaillent moins et comprennent qu'en fait, il y avait pas que des redites, des trucs déjà vus. Du coup, ils se mettent à charbonner à la fin. Et c'est pas le mode de travail que je vous conseille plus d'y aller petit à petit, régulièrement, de vraiment vous impliquer, parce qu'en fait ou les cours que vous voyez, les notions que vous allez aborder, dites-vous que c'est une chance, parce qu'il y a des gens qui quand je suis arrivé en P2, j'ai vu des gens qui avaient 25-30 ans qui arrivent en P2 après avoir fait un master ailleurs et tout, qui arrivent vraiment à avoir fait vraiment autre chose de leur vie avant. Du coup, même moi, après être arrivé en deuxième année avec, entre guillemets, 1 an de retard, je me suis dit que c'était vraiment pas grand-chose. Je serais médecin 1 an plus tard, qu'est-ce que ça va changer? Je me suis dit que vraiment c'était pas grand-chose. Et vraiment profiter de cette chance que vous aurez si vous vous souvenez encore de ce que je dis le jour où vous serez arrivé en deuxième année, pour vraiment prendre des bases solides pour la suite, parce que les années suivantes, c'est l'externat. C'est des années où dès qu'on vous répète une chose, on considère que c'est acquis pour vous. Et c'est une année où on n'ira pas forcément vous répéter certaines bases d'anatomie ou de physiologie qui vous permettraient de comprendre plus vite l'apprentissage des pathologies. Très bien. Prenez note, hein. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux étudiants qui vont rentrer en passe à la rentrée? Aux étudiants qui vont rentrer en passe, franchement, gardez la tête froide. Genre, ne cédez pas à la panique. Je dis pas de devenir des machines sans émotion et tout, parce que ça c'est totalement impossible. Mais ne cédez pas à la panique, c'est aussi ne vous inventez pas de vie. Je pense que ça sera mon deuxième conseil, mais j'y reviendrai plus tard. Ne cédez pas à la panique, parce qu'en fait, pendant cette année, il y a plusieurs choses qui existent, comme le retard sur les cours, le stress et tout. Ce sont des choses qui existent. Vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être en retard sur les cours. D'ailleurs, la majorité des étudiants sont en retard sur les cours que la faculté donne. La majorité des étudiants sont stressés tout le long de l'année. Mais ne vous laissez pas dépasser par ces émotions-là. Dites-vous que, en fait, vous êtes dans une des filières du supérieur les plus compliquées que vous aurez pu choisir. Genre là, sur Parcoursup, vous n'avez pas choisi n'importe quoi. Du coup, c'est normal qu'il y ait de la difficulté. De manière sarcastique, je dirais surprise, temps en passe. Mais du coup, ne vous laissez pas déconcerter par ça et gardez en vue votre objectif principal. Aussi, pour le deuxième conseil, ne vous inventez pas de vie. Genre, pour la plupart, vous sortez du lycée, vous travaillez sûrement de 8h à 16h, après vous posiez votre sac et vous le reprenez pour le lendemain. Moi-même, je sais, je faisais pas souvent mes devoirs. Ne vous dites pas, bon, maintenant, PACES, je fais ça, tout change d'un coup. La plupart du temps, ça ne marche pas.
où vous vous retrouvez souvent en plein milieu de l'année à vous dire bon, là ça a pas marché, je fais quoi, comment je fais pour travailler et tout. Donc comme conseil, je pourrais soit vous dire de commencer à revoir votre méthode dès la fin du lycée, dès le lycée pour voir si elle marche, ou si vous avez pas eu le temps de faire ça, d'y aller en fait, de se mettre dans le bain petit à petit, de vous dire bon, au lycée je faisais ça, là mon objectif c'est de travailler d'une autre manière. J'y vais pas d'un coup avec une grosse rupture, mais j'y vais petit à petit. Je change mes habitudes petit à petit, histoire de vraiment rentrer dans le bain, de moins sentir ses heures. Parce que ouais, non, vraiment, mettez-vous dans le bain petit à petit. Ça sert à rien de y aller d'une grosse rupture. Et en troisième conseil, ça va un peu avec le premier, ne vous laissez pas impressionner, s'il vous plaît. C'est le plus important que je peux vous donner. Parce que moi, quand je me suis inscrit en première année, je pensais que j'allais tomber surtout à la Sorbonne. C'est un nom qui peut claquer. Je pensais tomber sur des machines, des gens trop forts pour moi, que des fils de médecins, que des gens qui savaient déjà tout sur la première année. Pareil pour les prépas, ne pensez pas que c'est un totem d'invincibilité qui fait que les gens sans prépa ne peuvent pas y arriver. C'est totalement possible d'y arriver sans prépa. Je connais des gens qui sont passés directement sans prépa et avec un bon classement, comme des gens qui avaient tout payé de la prépa et qui au final sont arrivés bien derrière. Vous entendrez des gens vous parler des cours d'avance, des gens réciter des trucs, des gens poser plein de questions sur des trucs que vous auriez même pas soupçonné. Vous laissez pas impressionner par tout ça. Chacun son rythme. Le but c'est d'être prêt le jour du concours. Le but c'est pas d'être prêt pour la route. Le but c'est pas d'être prêt pour. Le but c'est vraiment d'être prêt le jour J. Donc même si vous savez pas certains trucs à un moment donné, relax. Ok. Pour reprendre sur le fait de ne pas se laisser impressionner, on peut aussi parler des nombres d'heures de travail. J'ai été à un forum d'orientation pour la jeunesse il y a 2 jours. Et, j'ai vu plusieurs lycéens, collégiens qui viennent, qui me demandent oui, et toi tu travailles combien d'heures? Ce que je préférais leur dire, c'est j'aime pas compter un nombre d'heures parce que en fait c'est pas significatif. Tu peux travailler par exemple je sais pas 14 heures. Mais si dans ces 14 heures, tu fais pas grand chose, tu lis de travers, tu travailles pas d'une manière efficace, coordonnée, pas de la manière où tu te sens le plus à l'aise, tu feras peut-être moins bien que quelqu'un qui travaille 8-10 heures, mais avec la manière dont il est le plus à l'aise lui. Donc vraiment, si vous deviez privilégier quelque chose, ça serait plus l'efficacité et la qualité de votre travail qu'à la quantité. Et aussi, quand quelqu'un vous dit, ouais, je travaille 8 heures, vous dites, waouh, incroyable. Ça équivaut à 8h, 17h, mais juste sans compter la pause midi, c'est tout. Et en 10 heures de travail, ça équivaudrait à 8h, 17h avec 2 heures de devoir après. Donc en soi, on peut vous dire 8-10 heures de travail. En soi, ne vous laissez pas impressionner parce que c'est peut-être des choses que vous faites déjà. Eh ben merci Ibrahim pour tous ces conseils. De rien, pour cet échange riche. Je te souhaite bonne continuation dans tes études. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, à bientôt et bon courage. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorerez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. À bientôt.